Bonjour. Alors, un atelier très riche, cet atelier numéro 2, centré sur l'évaluation des thérapies non médicamenteuses. Je voudrais peut-être débuter par une petite anecdote. En 2016, l'article qui a été le plus lu dans la revue Gériatrie, Psychologie, Neuropsychiatrie du vieillissement, GPNV, a été l'article écrit par le staff de la Fondation Médéric. Si je le dis ici, ce n'est évidemment pas par rapport à cela, mais tout simplement parce que... Pardon, excusez-moi. J'en profite pour vous demander de parler un tout petit peu plus fort, parce que il y a quelques signes comme ça. D'accord. Mais tout simplement parce que cet article portait sur les leçons à tirer de la méta-analyse de la Cochrane Library sur l'évaluation de l'efficacité des thérapies non médicamenteuses. Donc ça montre bien l'intérêt que nous, les professionnels, nous portons. Article le plus lu, le plus téléchargé. Alors j'ai essayé de dégager quelques lignes de force concernant cet atelier. Le premier a été d'insister sur l'obligation de reconnaître maintenant ces thérapies comme des concepts d'accompagnement qui doivent être menés selon un abord intégratif, c'est-à-dire incluant y compris tout ce qui est relationnel, affectif, mais aussi centré sur la personnalisation et sur l'individualité, l'individu, notamment dès lors qu'on aborde les thérapies cognitives, plus particulièrement. Ce qui a été dit également à retenir, je pense, c'est que malgré différents aspects critiques sur lesquels je vais revenir, il existe vraiment actuellement un très vaste panel d'interventions non médicamenteuses. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un scepticisme ambiant, et peut-être que ce scepticisme est lié à leur histoire. Dans les années 70, on a envisagé le vieillissement psychique, cognitif, mais on peut le dire psychique plus globalement, comme étant précisément un facteur global, homogène, qui affectait toute cette sphère psychique. Ce qui a fait qu'on a développé, de façon assez créative du reste, des tas de prises en charge, mais qui étaient totalement athéoriques. Actuellement, on connaît tout simplement l'immense complexité du vieillissement psychique, et cela doit changer la donne. Donc la première petite recommandation, parce que si j'ai bien compris, il fallait donner des recommandations, c'est que si l'on parle de thérapie, parce que là encore, dans cet atelier, on a bien vu qu'il y a souvent la confusion, qu'est-ce qu'une thérapie ? Est-ce qu'une prise en charge occupationnelle est thérapie ? Bref, mais si l'on parle de thérapie, eh bien, à mon sens, elles doivent être obligatoirement fondées sur la preuve, c'est-à-dire basées sur des concepts scientifiques connus et reconnus. Ça doit être un critère incontournable. Alors évidemment, cela va poser l'épineuse question de la méthode adéquate pour en mesurer les effets. Quelle population ? Sur quelle population ? Est-ce que les patients, il faut les prendre ni trop tôt, ni trop tard ? Il faut qu'ils acceptent la randomisation, il faut qu'ils acceptent les mesures répétées, avec parfois des examens plus ou moins invasifs. Qu'est-ce que l'on mesure ? Est-ce qu'on mesure une stabilisation ? Est-ce qu'on mesure une amélioration ? Comment on interprète les résultats ? Combien d'études ont donné des effets négatifs ou des effets positifs ? Alors qu'en fait, on ne peut pas conclure réellement, on ne peut pas interpréter très correctement ce résultat-là. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai nommé, il me semble qu'il y a, en termes de recommandations, un challenge méthodologique qui est à relever. Concernant ce challenge méthodologique, on est
en effet, et je pense que ce fut une frustration de la part des personnes qui étaient dans cet atelier, on n'est pas en capacité de dire quelle est l'intervention qui marche le mieux. On n'est pas en capacité de dire est-ce qu'il faut une thérapie ou est-ce qu'il faudrait maximiser les chances avec une combinaison de 2 thérapies, etc. Tout cela, on ne peut pas encore y répondre. Alors la recommandation, eh bien, je pense qu'il serait urgemment nécessaire de proposer une sorte de conférence de consensus pour élaborer un plan stratégique, sorte de guidelines, puisque vous avez parlé beaucoup de kit ou de guide, de l'évaluation. Je pense également qu'il faudrait, dans ce cadre-là, éviter la balkanisation. Lors d'une réunion récente au ministère de la Santé, Sandrine Andrieux avait présenté justement les limites de l'évaluation de l'efficacité et je crois que la conclusion qui avait été tirée était à peu près identique. Donc il y a des personnes qui sont prêtes à travailler sur ce sujet, plutôt qu'elles le fassent chacun dans des lieux ou des espaces différents, ce serait peut-être pas mal de les rassembler sous forme d'une journée nationale, unique, consensuelle. T'as entendu, Joël? C'est bien. Un autre prolongement auquel je ne m'attendais pas trop, mais à y réfléchir, j'ai souhaité vous le livrer, concerne la formation. Qui délivre un médicament? Mais c'est très simple. C'est un médecin. Donc un interlocuteur, un acteur. Qui délivre une prise en charge médicamenteuse? 350 professions. J'exagère. Mais je crois qu'il y avait eu une étude qui avait montré qu'il y a au moins 25 métiers différents qui peuvent intervenir. Alors tout cela, à mon sens, pose la question du chevauchement des missions et surtout celui des périmètres de compétences. On voit bien qu'il y a une tendance actuellement, voire politique, puisque récemment, dans toujours la même réunion, il était proposé que des infirmières fassent passer les bilans neuropsychiatriques ou neurocognitifs, je ne sais plus, neurocognitifs, pardon. Donc il est, dans ma pensée, évidemment pas question d'opposer les professions. Mais je pense qu'à vouloir, actuellement, on est en train de pousser pour que tout le monde puisse faire tout. À mon sens, non. Oui à la pluridisciplinarité, et justement, si nous voulons qu'elle soit efficace, cette pluridisciplinarité, mais que chacun arrive avec ses compétences, et ses justes compétences, et sa juste place. La Fondation Médéric, il y a 3... Oh non, ça passe trop vite, peut-être 10 ans, je n'en sais rien, avait fait un panel justement des différents métiers qui gravitaient autour du soin du patient Alzheimer. Et il me semble que ce panel était très riche parce qu'il montrait justement les différentes professions et ce qu'apportaient les uns et les autres, mais davantage dans le soin. Peut-être il faudrait reprendre ce type d'enquête, mais pour l'approfondir à ce moment-là sur la prise en charge. Voilà. Et montrer, également Jean-Pierre Aquino, dans un article récent, il me semble, insistait sur le fait qu'il faille éviter ces chevauchements de missions et de compétences, et renvoyer, il me semble, aux fiches des métiers, c'est-à-dire les répertoires nationaux des certifications professionnelles. Voilà. Enfin, il me reste encore 2 minutes, je crois. Quelque chose qui a émergé également de façon très flagrante dans cet atelier fut l'association chercheurs et professionnels, c'est-à-dire les cliniciens de terrain, qui s'avère être particulièrement riche, mais aussi ô combien clivée.
Les professionnels de terrain disent aux chercheurs, mais c'est très bien, vous faites des belles théories, vous montez voire même des jolis protocoles de prise en charge, mais nous, comment on y a accès, comment on peut avoir le matériel, etc., etc. Et puis les chercheurs de terrain, les chercheurs tout simplement, les enseignants-chercheurs, quant à eux, ignorent les retours d'expérience. Donc là, il y a vraiment toute une richesse, il me semble, qui est complètement obérée du fait de ce clivage. Et c'est vrai que la France est un des rares pays, en tout cas pour certaines professions, où les universitaires ne sont pas obligatoirement sur le terrain. C'est-à-dire on n'a pas obligation, par exemple, en psychologie, d'avoir une activité clinique, ce qui fait qu'on enseigne la psychologie sans la pratiquer, ce qui est quand même assez formidable. Donc, à mon sens, il est là encore très très important, et c'est peut-être un des points aussi avec l'aspect méthodologique que je mettrai le plus en avant par rapport aux 4 points que j'ai extraits de cet atelier. Il me semble vraiment très très important de devoir favoriser un espace d'échange commun, et on pourrait envisager une sorte de banque de données ou sous forme d'un collaborative entre chercheurs et cliniciens, et sous forme d'un espace, d'un open space par exemple, enfin d'une open source ou bien open journal, et où chacun pourrait s'enrichir mutuellement, c'est-à-dire les cliniciens de terrain faisant remonter leur retour d'expérience ou simplement proposer, mais aussi pouvoir publier, par exemple, des études de cas uniques, et une étude, 2 études, 10 études, 100 études de cas uniques peuvent aussi nous donner des pistes de réflexion. Voilà ce que j'ai pu extraire de cet atelier. Je vous en remercie.